Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Ambassadeur d'Aiguizimana Jean-Marie Vianney, je suis très heureux, comme toujours, d'être avec vous ce soir. Merci donc d'être avec moi et avec nous et mes téléspectateurs. Ce soir, encore une fois, nous allons parler inévitablement du Rwanda et de notre région au travers la diplomatie, au travers tout ce qui se passe pour que la paix revienne dans notre région. Nous allons commencer par, disons, quelque chose qui a étonné pas mal de gens, où nous avons remarqué que, on nous a fait remarquer, c'est à partir d'un article dans un journal, où on nous a fait remarquer que la France, elle, est en train d'envoyer des espions, et des super espions, parce que c'est le chef des renseignements militaires qui est à la tête de la délégation. Ce n'est pas quand même n'importe qui. Il est allé au Rwanda. En tout cas, c'est ce que le journal disait, que fin novembre, il devait se rendre au Rwanda. Et pour discuter avec les Rwandais, avec le gouvernement rwandais, avec les officiers rwandais, surtout avec les services de renseignement rwandais de la situation à l'est de la RDC. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce qu'ils ont bien choisi le moment pour envoyer ces officiels au Rwanda pour un tel sujet? Et en ce moment, voilà, pas mal de questions donc à ce sujet. Pour ceux qui nous suivent, je voudrais leur montrer l'article sur lequel nous nous basons. Comme d'habitude, nous voulons que on remarque, on voit que nous nous basons sur les faits et pas nos sentiments ou en tout cas sur des choses qui n'existent pas. Voilà. C'était un article qui est sorti dans un journal qui se respecte, Africa Intelligence, un journal qui fait de la presse d'investigation, donc qui nous a renseigné que, voilà, le titre le dit bien, le patron du renseignement militaire français à Kigali. Le patron de la direction du renseignement militaire, DRM française, Jacques Langlade de Monroe, se rendra à Kigali fin novembre. Voilà, l'article donc développe tout sur quoi il se base. Mais comme l'article demande un abonnement spécifique à ce journal et que nous ne sommes pas abonnés, j'ai pris une carte de cet article, une carte de ce média qui nous parle en long justement ce que contient donc cette annonce, parce que c'est pas anodin. C'est paru dans l'édition du 25 novembre 2022, comme vous pouvez le voir. Ambassadeur d'Aiguizimana Jean-Marie Vianney,
je crois que vous avez vu cet article, mais on s'est dit, mais est-ce que c'est le moment vraiment d'envoyer des espions militaires à Kigali et pour discuter de ce qui se passe en RDC, et cela par la France en ce moment. Quel sentiment ça vous a inspiré, ambassadeur d'Eximar Jean-Marie Vianney? Eh bien, vous savez, depuis un certain temps, on ne s'étonne plus de rien, parce que tout de même, même un apprenti en géopolitique pourrait se poser des questions. Au moment où le Rwanda est fustigé, accusé de toutes parts, y compris par d'ailleurs les services diplomatiques français, accusé par la Belgique, accusé par les États-Unis, accusé par l'Union européenne, accusé par l'ONU, par le gouvernement de la République démocratique du Congo et par plusieurs autres. Surtout pas la France elle-même. C'est ce que j'ai dit, par la diplomatie française. Oui. Oui. Il est bizarre que le renseignement militaire français, le renseignement militaire, hein, donc c'est un peu l'équivalent de, à l'époque, on parlait de DMI, je pense, ou l'équivalent. Ce service-là qui a commis les différents génocides que l'on connaît à travers les crimes commis par le FPR de Kagame. Eh bien, au moment où justement tout le monde fustige l'action du Rwanda, les ingérences militaires, les agressions militaires que le Rwanda a commises contre la République et continue d'ailleurs de mener contre la République démocratique du Congo, c'est bizarre que ce soit ce moment précis que la France trouve ou choisit pour montrer qu'il soutient l'armée rwandaise et les renseignements militaires rwandais. On ne le fait pas pour surveiller les Rwandais. Les renseignements militaires, c'est aussi et surtout pour surveiller les voisins, pour éventuellement donner des réponses choisies, en tout cas conformément à la stratégie de la France et du Rwanda mise ensemble. C'était un choix stratégique régional pour montrer aux pays de la région que moi, la France, moi, l'armée française, moi, les services de renseignement militaires français, je suis du côté du Rwanda. À moins qu'on nous dise le contraire, parce que ce n'est pas parce que le Rwanda est fustigé que la France doit rompre toute relation avec ce pays. Mais tout de même, le moment pour moi est mal choisi. Le moment est mal choisi et les Congolais n'ont pas manqué l'occasion de le voir et de le dire. Maintenant, si la France choisit le Rwanda contre le Congo, c'est son choix. Oui, libre à eux de faire ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Je parle des Français, des services de renseignement français. Mais libre à nous aussi, libre aux Congolais d'en tirer aussi des conclusions. Je pense que, comme vous le disiez, le moment est mal choisi. J'ai vu comment les Congolais étaient frileux par rapport aux Français ces derniers temps. Un avion français a eu une panne, quelque chose comme ça, un problème en tout cas au-dessus du sol congolais. Il a atterri d'urgence au Katanga, mais les Congolais, même celui du village le plus éloigné, heureusement, il y a les médias sociaux, ils se sont dit, voilà, les Français, un avion militaire français qui vient sur le sol congolais sans prévenir,
faites attention, les gens, les officiels du gouvernement, faites attention et contrôlez-le bien. C'est quelque chose que la France n'a pas, donc la France l'a su, ça c'est sûr. Ces services de renseignement militaire n'ont pas manqué de constater justement les appréhensions du peuple congolais par rapport au service de renseignement français. Un autre fait, c'est que vous l'avez entendu, je ne vais pas vous montrer les documents ici, ça va nous faire perdre du temps, mais c'est de notoriété publique que le président Tshisekedi vient d'échapper à un attentat. Et cet attentat, dans une enveloppe, disons, qui contenait des produits de cyanure, qui lui avait été adressé de façon confidentielle. Cette enveloppe venait de France et je vous dis que ça fait du bruit. L'ambassadeur français, semble-t-il, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères en RDC. Il semble que la France a été notifiée par le Congo de cet incident. Voilà. Je m'arrête là, mais il y a des signes visibles, concrets, qui montrent à n'importe qui, on ne doit pas être un diplomate ou, c'est pas moi, un géopoliticien, pour le constater. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Nous savons qu'il y a cette appréhension du peuple congolais par rapport à la France. Jean-Marie Vianney, vous avez vu, vous avez su tous ces faits récents qui montrent que la France, si vous étiez à la tête de la diplomatie française, quelle attitude pouvez-vous avoir, disons, vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis surtout du conflit, de l'agression du Rwanda par rapport à la RDC. Jean-Marie Vianney, quelle attitude pouvez-vous prendre si vous étiez français? Vous savez, dans ce genre de dossier, il y a plusieurs éléments à considérer. Il y a l'aspect moral, hein, tout de même, les droits de l'homme, un gouvernement qui fonctionne bien, c'est vrai, mais il y a aussi et surtout les intérêts. Il y a cette obsession de l'efficacité militaire. Dans les années 70, lorsque la France voulait régler quelques problèmes dans un pays africain, il envoyait des mercenaires. C'est un phénomène qui était connu, qui a été mis en cause à plusieurs reprises en France et ailleurs. Nous avons vécu ça. Moi, enfant, adolescent, j'ai vu les mercenaires de mes yeux. Je les ai vus sauter sur Bukavu, en face de chez moi. Je les ai vus, après qu'ils aient occupé Bukavu, avec des gendarmes katangais, on les a vus à l'œuvre. Ils ont massacré des militaires congolais qui étaient au Kansayo, en face. Et puis, on a vu des avions qui leur apportaient des armes et tout, qui venaient les parachuter dans la ville de Bukavu. C'est comme ça que la France fonctionnait. La France, à l'époque, se servait aussi, évidemment, de quelques armées africaines, notamment l'armée rhodésienne, parce que c'est de là que les mercenaires partaient, l'Afrique du Sud, naturellement, en passant par tous les côtés. Donc, aujourd'hui, la France n'utilise plus ouvertement les mercenaires. Mais ils ont trouvé un mercenaire en Afrique. C'est vraiment c'est le cas de le dire. Un chef d'État africain, un général, dont le pays est, c'est vrai, très organisé en matière militaire,
un petit pays, le Rwanda en l'occurrence, qui fonctionne comme un pays mercenaire. Qui fonctionne comme un pays mercenaire, il faut le dire. Donc, par exemple, ce que fait la France avec le Rwanda, elle ne peut pas le faire avec la RDC. Elle ne peut pas envoyer des militaires de RDC au Mozambique pour garder le gaz de Total ou les autres installations militaires de ce pays. La France ne peut pas envoyer la RDC en Centrafrique parce qu'ils ont considéré que le pays le mieux adapté à ce genre de situation, qui a une force de frappe, qui fait ce qu'on lui demande sans poser de questions, c'est le Rwanda de Kagame. Malheureusement, qui travaille comme un mercenaire. Et un mercenaire, ça se paye. Un mercenaire, on ne l'envoie pas, on ne lui donne pas les moyens d'intervenir, bien sûr, sans en même temps lui accorder quelques faveurs diplomatiques et autres. C'est le cas actuel. Les crimes que Kagame commet ou a commis, vous savez, les pays du Nord, ils passent, ils ne voient pas ça. La notion de droit de l'homme qui était, qui était très utilisée pour résoudre quelques problèmes en Afrique dans les années 90-2000, eh bien aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. On favorise d'abord les intérêts défendus par des proxys. En l'occurrence, c'est le Rwanda aujourd'hui, pour la France et pour certaines autres puissances, pour l'Union européenne notamment, parce que l'Union européenne, on l'a souvent dit dans nos émissions, supporte beaucoup Paul Kagame pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Eh bien, donc moi, si j'étais chef de la diplomatie française dans le cas présent, et si les intérêts restaient les mêmes, s'il fallait choisir un mercenaire en Afrique, je choisirais Kagame. Ça, c'est sûr. Mais étant moi-même, je ferais aussi peut-être en sorte que la République ne soit pas, ne devienne pas le paillasson sur lequel un Kagame ou certains autres viendraient essuyer leurs pieds du sang qu'ils portent, du sang de leurs compatriotes, du sang de leurs voisins qu'ils ont versé depuis plus de 25 ans maintenant. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette formule, c'est une certaine Ramayad, rappelez-vous, lorsque le président Kadhafi était venu pour la première fois en France. Elle avait dit moi, je ne suis pas d'accord parce que la République française n'est pas un paillasson. À l'époque, ça lui avait valu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle elle a été chassée du gouvernement. Donc, moi, si j'étais la chef de la diplomatie française, dans les mêmes conditions, peut-être que je dirais la même chose. Après avoir quand même choisi notre mercenaire et l'avoir utilisé, comme cela se passe aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a sang et massacre des populations, moi étant ce que je suis, je ne le ferai pas. Et je préférais quitter le gouvernement français pour servir à un autre poste. Mais servir pour honorer un criminel, un génocidaire, parce que Paul Kagame, cela a été prouvé. Il a participé et il a commis plusieurs génocides dans la région d'Afrique des Grands Lacs. Je crois que je ne le ferai pas. Et ce ne serait pas la première fois que je me serais dérobé à ce genre de collaboration criminelle. Je vous remercie. Oui, vous dites que vous mettriez des limites et à l'extrême même que vous démissionneriez. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, cela n'est pas donné à tout le monde d'être sensible au malheur des autres, mais aller jusqu'à envoyer le chef de renseignement
dans un pays qui est taxé d'agresser un autre pays ami, supposé être ami, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de son propre pays. Je ne vois pas comment ça peut être dans l'intérêt de la France de soutenir quelqu'un ou de s'afficher avec quelqu'un que le monde entier est en train de fuir. Je pense qu'au niveau de diplomatie, vous êtes diplomate de carrière, c'est un jeu, je trouve, dangereux, voire suicidaire, de tourner le dos aux autres pour s'afficher justement avec celui-là que vous avez qualifié de pas mal de choses, de s'afficher avec lui. Je pense que c'est suicidaire pour une diplomatie d'un pays comme la France, non? C'est suicidaire en termes d'avenir, en fait. Parce que penser que les Congolais vont oublier très vite que la France, à un moment donné, a soutenu leur ennemi, lequel ennemi était en guerre ouvertement contre la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est en guerre contre la RDC. C'est manquer de perspicacité. Les Congolais ne vont pas oublier. Et les relations entre la RDC et la France vont s'en ressentir pendant un certain temps, à moins que l'on considère que le Congo est un pays, est un moins que rien, hein, comme certains le disent d'ailleurs dans certains milieux. Ils se trompent. Il y a plusieurs éléments qui font que moi, je choisirais la RDC, non pas contre le Rwanda, mais pour les Congolais. Si j'étais cette fois-ci président de la France, parce que là, on est dans le domaine vraiment, dans le domaine présidentiel. Hein. Ce n'est pas nécessairement le ministre des Affaires étrangères qui décide quand et pourquoi une délégation des renseignements militaires doit partir au Rwanda. C'est le président de la République, je pense, et le ministère de la Défense. Bien sûr, on consulte les affaires étrangères, mais ce n'est pas le MINAFET, comme on dit, qui va envoyer une telle délégation au Rwanda. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que économiquement, je pense que la RDC, malgré tout, c'est aussi sa population. C'est son peuple qui suit tout ce qui se passe entre le Congo et la France et entre le Congo et les autres pays européens avec les États-Unis. Les Congolais suivent beaucoup. Ils sont très informés. Et ils sont surtout ouverts. Ce n'est pas comme certains, c'est pas comme dans certains pays où les populations suivent comme des moutons. Je vous assure, en termes d'information, les Congolais sont 1000 fois mieux informés que les Rwandais, par exemple. Au Rwanda, il y a une presse orientée. Il n'y a pas de critique médiatique ou autre, politique. Les gens croient tout ce que TV Rwanda ou les médias privés, mais affiliés au FPR, leur disent. Au Congo, ce n'est pas le cas. Chaque parti a au moins son média. Chaque parti, chaque société civile, chaque église. Il y a tellement d'informations au Congo et les Congolais ont chacun sa source d'information. Donc, moi, je dirais que le Congo, étant donné les potentialités économiques du Congo, la France devrait quand même éviter de se mettre à dos les Congolais. Parce que le gouvernement peut changer, reprendre les relations, mais les Congolais gardent un sentiment anti-français. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. La France n'a pas besoin de se mettre les peuples africains à dos ou sur le dos. Le Mali est un exemple suffisant pour faire que les gouvernements français y réfléchissent à 2 fois avant de décider. Autre chose, sur le plan de la morale ou des droits de l'homme, de la démocratie, la France est défenseur de la démocratie, etc., etc., eh bien, le gouvernement congolais et celui de notre pays, le Rwanda, il n'y a rien à voir.
au Congo, il y a certainement quelques cacophonies politiques, comme dans plusieurs pays africains. Mais le Congo est un pays démocratique. Au Congo, il existe une opinion. Les Congolais s'expriment. Les Congolais ne vont pas en prison parce qu'ils ont critiqué le gouvernement de Tshisekedi ou hier de Kabila. Oui, c'est vrai, cela est arrivé. Mais les Congolais s'expriment. S'expriment ouvertement. Au Rwanda, non. C'est un pays fermé, c'est un pays tyrannique. Au Congo, il y a une démocratie. Le président du Congo a été élu. On peut mettre en doute le niveau de fiabilité ou de transparence de son élection, le président Tshisekedi, mais il a été élu par le peuple. Au Rwanda, le président Kagame n'a pas été élu par le peuple. On a forcé les gens à voter dans tel ou tel sens. Le président Tshisekedi est soumis au système du double mandat. Il fera un deuxième mandat probablement, si les Congolais lui accordent leur confiance. Et après, il s'arrête. Le Congo est déjà sur la voie de la démocratie. Mais je pense, apparemment, ce n'est pas ce qui intéresse les pays occidentaux. Pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt immédiat. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est les pays qui peuvent servir la stratégie européenne ou américaine ou de l'OTAN dans la guerre que ce groupe mène à la Russie. Et aussi, très probablement, le rôle du Rwanda facilite aussi pour certaines sociétés occidentales, je veux dire, des sociétés les entreprises qui vont exploiter les mines du Congo. Il y a des sociétés multinationales françaises, belges, américaines, canadiennes surtout, qui, à travers l'occupation du territoire congolais par le Rwanda, profitent pour aller exploiter les mines et les autres ressources du Congo. Ça aussi, c'est connu. Moi, oui, on profitait peut-être, Ouais. mais pour le futur, comme la situation se trouve actuellement, est-ce que c'est sûr que si la France était calculée bien, c'est sûr que passer à travers par Kagame pour exploiter le Congo, est-ce que ça va être toujours possible vu la situation telle qu'elle est? Ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr, hein, mais ils se disent, ben, tant que c'est possible, on y va, on en profite. Demain, on va s'arranger avec Kinshasa. Entre-temps, on profite. C'est autrement incompréhensible. Mais le fait est là. Vous savez, il y a des analystes qui disent que l'intérêt de ces multinationales et de ces États qui profitent du travail de ces multinationales, c'est qu'aujourd'hui, dans les territoires occupés par le Rwanda et ses proxys, ses mouvements rebelles, les multinationales peuvent aller et prendre tout ce qu'elles veulent, quasiment gratuitement. En retour, bien sûr, ils financent la guerre pour justement garder le monopole sur l'occupation du territoire, hein, et l'accès aux mines. Mais aussi, ces multinationales et les pays dont elles sont originaires, parce qu'une société multinationale a une nationalité. Eh bien, ce que ces multinationales et ces pays offrent à Kagame, c'est la protection. Si Kagame ne bénéficiait pas de toutes ces protections, eh bien, peut-être que quelque chose lui serait déjà arrivé depuis longtemps. Kagame est protégé. Pour ne prendre qu'un exemple, la protection d'ordre judiciaire. Si vous comptez le nombre de rapports qui ont été établis par les Nations Unies depuis 1994 et qui vous disent Kagame a massacré 10 000, 40 000, 100 000, 300 000
1 million au Rwanda et en RDC. Et le nombre de rapports est impressionnant. Mais vous constaterez qu'à chaque fois, tous ces rapports disparaissent. Tous ces rapports sont placés sous embargo quelque part aux Nations Unies, sur ordre de qui? Sur ordre des mêmes pays dont ces multinationales sont des ressortissantes. Ce n'est pas possible. Tous les rapports, il n'y a pas un seul rapport qui ait déclenché une action contre le gouvernement rwandais. On s'arrange toujours pour dire, écoute, bon, procède autrement, et tu garderas notre protection pendant un certain temps, mais ne fais plus ça, ne fais plus ça. Tu es notre ami, on va te protéger, mais ça, tu évites parce que c'est trop visible. Jusqu'à la disparition de plusieurs millions de Congolais. Tout ça est documenté, on ne cessera jamais de le dire. C'est ce que d'ailleurs le docteur Denis Mukwege vient de rappeler, hein, que tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Eh bien, c'est ça l'équation en fait. Je vous aide, moi, Tipo Tipo, du 21e siècle, qui est l'armée la plus organisée, petite peut-être, mais bien organisée, avec les armes que vous me fournissez, je vais vous aider à occuper le Congo. Je vais vous aider à accéder au Mozambique. Je vais vous aider à accéder à la République centrafricaine. Mais en retour, attention, vous neutralisez les opposants rwandais qui sont chez vous. Vous m'assurez la protection diplomatique. Chaque fois que j'ai des soucis au niveau des Nations Unies, vous prenez parti pour nous, pour le Rwanda, bien sûr. Vous me donnez l'Organisation internationale de la francophonie qui sera dirigée par une de nos compatriotes, membres du FPR. Le PNUD à Bangui, nous souhaitons que ce soit dirigé par une de nos compatriotes, etc., etc. C'est ça la protection. La protection, c'est aussi tous ces postes offerts à des Rwandais dans les organisations internationales pour assurer les arrières de Kagame, en fait. C'est ça. Eh bien, c'est la contrepartie de ce qu'il offre aux Occidentaux dans les conflits qui gangrènent notre région et surtout dans les différents génocides que l'armée rwandaise commet dans la région, au Congo surtout. Au Congo, ça devient insupportable. Il faudrait donc que la France essaye de voir un peu comment revoir sa copie. Oui, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, si vous étiez diplomate ou chef de la diplomatie française, c'est comme cela que vous voyez les choses. Donc, et nous aussi de la rue, nous voyons les choses de cette manière-là parce que moi, personnellement, comme citoyen lambda de la région, je pense que la France a choisi entre la RDC et le Rwanda. En tout cas, le choix est clair parce qu'avec la RDC, la France a beaucoup à perdre. En tout cas, vous l'avez dit un tout petit peu, mais la RDC est le plus grand pays francophone. La RDC, si jamais elle veut boycotter la francophonie ou je ne sais pas, je crois que l'OIF va trembler. Je pense que maintenant que tout le monde, tous les pays de la région ont tourné le dos à Kagame et qu'ils soutiennent ouvertement, qu'ils le disent et qu'ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent le Congo et qu'ils sont du côté de la RDC, qu'ils compatissent avec le peuple de la RDC et que la France n'a pas cette compassion, ça veut dire que la France, normalement, va rester avec Kagame seul dans toute cette région-là. Donc,
je voulais dire, ne voyez-vous pas que la France prend beaucoup de risques à se mettre à dos le Congo, parce que le Congo, actuellement, la diplomatie congolaise marche vraiment bien. Je pense que le Congo est soutenu par pas mal de gens. Voilà, c'est ça en fait notre façon de voir les choses, nous, citoyens lambda. Peut-être que vous voyez les choses de la même manière. Vous savez, dans ma naïveté, il m'arrive de penser que la France a peut-être un autre plan, que la délégation française qui va à Kigali va probablement dire à Kagame, vous savez, Monsieur le Président, les choses sont mal engagées. Il faudrait peut-être amoindrir vos ambitions. Il faudrait peut-être jouer autrement. La France vous soutiendra, mais ça, c'est l'autre, c'est la vision naïve d'un Africain qui se soucie aussi des droits des gens et du droit à la vie des populations congolaises et rwandaises. Mais est-ce que c'est cela la politique française actuelle? C'est possible. Mais quand je vois par ailleurs la position de la secrétaire générale de la francophonie à l'égard du conflit rwando-congolais, elle l'a exprimé à Djerba, sans embâche. Elle a pris parti pour son pays d'origine, alors qu'en tant que secrétaire générale de l'OIF, elle devrait rester neutre au vrai sens du terme. Et quand je vois par ailleurs la proximité entre Mme Mushikiwabo et les autorités françaises, je me dis, est-ce qu'elle n'influence pas quelque part la diplomatie de la francophonie, y compris celle du deuxième pays le plus grand dans la francophonie, c'est-à-dire la France? Est-ce que la France peut marcher dans les pas de Mushikiwabo sur le dossier du Congo sans... peut-être qu'il y a un deuxième... il y a un plan B, probablement. Rappelons-nous, je cite souvent le cas de Muammar Kadhafi. Avant d'être bombardé et exécuté, Muammar Kadhafi était devenu le symbole du faste et de l'accueil en France. C'est le chef d'État qui avait été le mieux accueilli dans cette République, sous une tente dans les jardins de l'Élysée. Et puis après, il a été bombardé, il a été liquidé. Ce ne sera pas, et ce n'est pas ce que nous souhaitons nécessairement, en ce qui concerne le Rwanda. La France ne va pas aller bombarder le Rwanda, mais que la France soit au moins neutre, ou alors qu'elle applique diplomatiquement ces déclarations, celles que j'ai lues sur le site du ministère des Affaires étrangères de France Diplomatie, étaient claires. La France demandait au M23 et RDF, même si la France ne le dit pas, de se retirer de ses positions, d'arrêter de combattre l'armée congolaise et de retourner dans ses positions initiales. C'était clair et net, bien exprimé. C'était un communiqué responsable diplomatiquement, et pour la France, ça avait vraiment une valeur, une plus-value en termes de diplomatie par rapport à la question de notre région. Parce que dans le passé, ça a toujours été assez flou. Mais quelques jours après, j'ai eu l'impression à Djerba que la position du président Macron était différente. C'est l'impression que j'ai eue, vous me direz, vous, ce que vous avez perçu. On l'a dit dans l'émission passée, notre émission de mardi passé, on l'a bien, tout à fait démontré. Et donc, ça tranchait avec la diplomatie officielle. Pourquoi? Selon les lieux ou les endroits où l'on est, on change de langage. Je pense que c'était une erreur, peut-être involontaire, mais il est temps que la France envoie aussi une délégation de haut rang. De la coopération militaire franco-congolaise devrait aussi être mise au devant de la... Comme ça, nous le savons.
que ce que la France fait au Rwanda, elle peut le faire aussi au Congo. Et ne pas donner l'impression qu'il y a un choix décisif, que c'est le Rwanda contre le Congo. Ce que je dis, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. Ce n'est pas nécessairement, ça ne correspond pas nécessairement au fait. Est-ce que la France est contre le Congo? Je ne pense pas, dans l'état actuel des choses, mais les Congolais le pensent. Et il faut donc rassurer l'opinion congolaise. Peut-être que les dirigeants congolais savent et connaissent parfaitement la vraie position de la France. Mais l'opinion congolaise et le peuple congolais, y compris dans les petits villages du Kivu, c'est ce qui m'a étonné, y compris dans les camps des réfugiés congolais, ceux qui sont chassés par le M23, ils savent et ils disent que la France travaille avec les agresseurs de leur pays. Il faut qu'à Paris, on le sache. Peut-être qu'ils n'écoutent pas ce que les Congolais disent. Nous avons la chance de parler les mêmes langues. Nous parlons et nous comprenons le Machi, le Lingala, le Swahili, les autres langues de la région. Mais parfois, justement, on se demande ce que pense de tout cela le peuple français. Parce que si j'ai bien suivi, on se préoccupe pas de ce que le peuple français peut penser aussi. Bon, vous avez parlé de justice. Les Français, il y a des Français qui ont péri dans l'avion que le FPR a descendu, l'avion qui contenait, enfin, aussi le président, les deux présidents du Rwanda, Habyarimana et du Burundi, dans le même avion. Il y avait les membres de l'équipage, ils étaient français. Ils ont des veuves en France, ils ont des orphelins. Il y a eu un émoi énorme. Les Français, je pense, devraient avoir d'abord la justice. Hein. Leur gouvernement devrait, en tout cas, faire en sorte que ces gens reçoivent une justice pour les papas qui sont morts, pas d'une mort naturelle. Hein. Voilà. Et je pense que les Français ne suivent pas peut-être bon, ou ces décideurs ne les consultent pas ou ne veulent pas. Là, ils vont vous répondre qu'il s'agit d'une affaire judiciaire qui pend devant la justice de ce pays depuis plus de 15 ans, donc 20 ans même. Hein, donc, ils vont vous dire non, 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 le gouvernement n'est pas intervenu dans ce dossier. C'est un dossier qui n'est pas clos. Voilà, c'est un argument. Hein. Nous savons, nous, les pressions qu'il y a eu, certainement. Nous savons que la justice n'a pas osé forcer Kabarebe à venir témoigner. Nous savons que la justice française n'a pas fait beaucoup de choses pour aller écouter des témoins importants comme le général Kayumba Banyamwasa, par exemple. Nous savons que des témoins vitaux aussi, comme le jeune sous-lieutenant, comment il s'appelait? Gafilita, qui a été assassiné ou en tout cas enlevé et assassiné quelque part en Nairobi. Nous savons qu'il a été donné par la faute du juge, hein, nous devons le dire. Parce que le juge a donné les éléments, les coordonnées d'identification de Gafilita aux avocats de Kabarebe et des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les avocats ont donné les coordonnées à Kabarebe, qui était ministre de la Défense, et qui a dépêché immédiatement un escadron de la mort pour tuer Gafilita. Cela est connu, personne ne l'a nié. L'avocat a reconnu avoir donné ses coordonnées, y compris le nom, l'adresse, le numéro de téléphone où il était. Eh bien, une semaine après, le garçon avait disparu. Alors qu'il devait arriver à Paris quelques heures après pour témoigner. Oui,
Ça, c'est peut-être une faute plutôt qu'une erreur d'appréciation. C'est vraiment une faute. Et tout ça est passé. C'est passé. Les gens, les Occidentaux, lambda, les gens comme ça, ils ont dans la tête, on les a mis dans la tête que souvent c'est dans les pays africains que les autorités font des trucs sans, enfin, oppriment le peuple, cachent ceci ou cela au peuple. Mais ils ne sont pas bien logés eux-mêmes, je pense, les gens, les Occidentaux. Vous savez, c'est quand même, il y a une grande différence entre le traitement que subissent les, les gens, les citoyens français par rapport aux Africains chez eux. C'est évident. Mais si je vous disais que même ici en France, nous qui sommes considérés comme de l'opposition rwandaise, si vous saviez le genre de harcèlement, de menaces que nous recevons de certains milieux pro-FPR, et pas que des Rwandais, hein, pas que les Inuits, comme on le pense, non, des milieux français, des milieux associatifs, mais dont on sait qu'ils reçoivent des subventions du gouvernement rwandais. Des gens qui font tout pour essayer de savoir où nous habitons, de savoir qui nous rencontrons, de savoir de quoi nous vivons, qui mènent des enquêtes, des journalistes qui travaillent avec le Kabarebe et son milieu et qui le disent, que nous connaissons. Donc, tout ça, ce sont des menaces. Heureusement que nous sommes dans un pays comme la France, qu'il y a quand même une certaine sécurité pour les ressortissants étrangers, y compris ceux qui sont déjà naturalisés français, pour leur garantir un minimum de sécurité. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, les faveurs que certains accordent au gouvernement rwandais, ou alors le fait que le gouvernement français ferme un peu les yeux devant tout ce que Kagame fait au Rwanda, dans la région, et en Afrique en général, eh bien, tout ça encourage hein, ces malfaiteurs, parce que moi je les appelle des malfaiteurs. Nous sommes vraiment persécutés et menacés chaque jour par euh, par diverses voies. Nous devons, bien sûr, continuer ce que nous faisons, mais ceux qui nous suivent à la télévision, ceux qui lisent ce que nous écrivons, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas sans risque. Nous devons continuer à lutter. Nous avons choisi de mener cette mission jusqu'au bout, mais il y a des dangers, il y a des menaces, et c'est tous les jours comme ça. Et c'est tous les jours comme ça. Et je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge parce que si la France, comme elle est dirigée, et comme vous l'avez décrite, elle est au sommet des Nations Unies, elle est dans toutes les organisations internationales comme le noyau. Est-ce que elle peut être vraiment, bon, je ne sais pas, on dirait, bon, je ne sais pas si le vocabulaire est juste, mais nuisible, vraiment nuisible à certains intérêts comme de la RDC, comme de tous les pays qui ne sont pas dans sa sympathie, quoi. Peut-être à son insu, il y a des choses qui portent atteinte aux intérêts de plusieurs pays africains. En fait, faire confiance à quelqu'un comme Paul Kagame, en pensant l'utiliser, c'est devenir un peu plutôt, c'est se faire manipuler sans le savoir, parce que Kagame, il sait le faire. C'est un spécialiste de la manipulation. Vous pensez le manipuler, mais c'est lui qui vous manipule et qui vous retourne contre vos propres amis.
C'est ça le danger, en fait. Mm. Les pays européens aujourd'hui pensent que Kagame, oui, c'est leur homme à tout faire, c'est leur typo, comme nous le disons souvent, mais en fait, c'est lui qui tire son épingle du jeu, parce que sans eux, il disparaîtrait. Aujourd'hui, Kagame ne peut pas tenir sans le soutien de la France, sans le soutien des États-Unis, sans le soutien du Royaume-Uni, sans le soutien du Canada, parce qu'aujourd'hui, le Canada est très présent. Depuis que, vous savez, le Premier ministre Trudeau a annoncé qu'il allait installer, qu'il installait une ambassade spécialisée en surveillance de l'Afrique pour savoir quel Africain ose ne pas soutenir l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis une fois encore, c'est le Premier ministre Trudeau qui l'avait annoncé, avant même son départ pour Kigali pour assister au sommet du Commonwealth. C'est tous ces soutiens qui font que Kagame survit, que son arrogance s'accroît au lieu de diminuer, qu'il se moque des pays de la région. Vous avez vu, il y a 2 jours, je pense, sa prestation devant les chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est, au moment où il y avait le 2e round ou le 3e round des négociations avec les mouvements rebelles, au moment où les chefs d'État, 3 étaient en tout cas à Nairobi, et l'attendaient, et d'autres étaient en direct dans leur capitale, il a parlé avec une insolence grave, d'une question aussi grave, mais en se tortillant. Ça, c'est se moquer de ses homologues, en fait. On doit le supporter. C'est un homme fort. Vous en parlez. J'ai préparé son court discours qu'il a parlé à l'ouverture de ce 3e round des pourparlers pour amener la paix en RDC. Dans son discours, en tout cas, on va d'abord l'écouter, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui montrent justement, qui corroborent ce que vous dites vraiment de façon assez claire. Écoutons Kagame d'abord dans son discours. His Excellency, President William Ruto, thanks for your invitation to participate in this meeting. His Excellency President Evariste Ndayishimiye, Chair of the East African Community, Excellencies, Heads of State, greetings from Kigali. I wish to start by thanking the leaders of our East African community for your commitment and efforts in finding a solution for this challenging security and other situations in our region. Let me take this opportunity to thank the chairperson of the East African Community, President Evariste Ndayishimiye, as well as the chairperson of the ICGLR and the AU mediator, President Joao Lourenço. And I would like to express appreciation to President William Ruto and the East African facilitator, former President Kenyatta, for dedicating sufficient time and energy to this problem, which has a complicated and long history, but is nonetheless solvable. For almost 3 decades now, the problem of insecurity and instability in Eastern DRC has festered and remained unresolved.
This situation has negatively impacted our region, including the issue of hundreds of thousands of Congolese refugees who are unable to safely return to their homes, as well as impeding trade and investment with negative implications to the whole region. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached at various levels and at different times in past years. I most sincerely believe that this time around, these efforts are going to bear good results. The recent resurgence of one armed group, among many others, has received a lot of attention globally, and this comes on top of other unresolved security and political challenges. We therefore welcome the region's swift response and the robust mechanisms being established to save lives in Eastern DRC and address the dangerous escalations that threaten neighboring countries, including Rwanda. What is needed today more than ever is a steady political will to implement the ongoing regional initiatives, particularly the East African community-led Nairobi peace process and the African Union mediation by President Lorenzo of Angola. This should include seriously addressing the root causes of insecurity once and for all, which will make a real difference in resolving the security concerns of DRC and the neighboring countries. The current framework that the leaders of the region have established and the decisions taken at the last week's summit in Rwanda are a real opportunity to find a durable solution. It is therefore in the interest of all of us to stay the course and not let the situation be a perennial problem. On this, you can count on Rwanda's full support toward a lasting and permanent solution. Your Excellencies, distinguished delegates participating in this meeting, I thank you for your kind attention. C'est cela donc son discours. Vous parliez d'arrogance. Il y a beaucoup à dire dans son discours justement parce que j'ai senti personnellement qu'il a pris ses confrères de haut et qu'il s'érige en donneur de leçons. Comment l'avez-vous analysé son discours? Eh bien, vous l'avez résumé en une phrase. Hein. Vraiment, il prend les autres chefs d'État de la région pour des moins que rien, parce que ce n'est pas ce qu'on attendait de lui, surtout après sa participation à plusieurs sommets de la région, notamment à Luanda. La première fois, il était présent lui-même. La deuxième fois, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Biruta. Il a été, je crois, aussi à Nairobi, la première fois. Oui. Eh bien,
il aurait dû parler et peut-être proposer des choses, parce que les autres attendaient des choses. Les autres attendaient notamment qu'il dise ce qu'il a fait dans sa relation avec le M23. Est-ce que, oui ou non, il a rempli la mission qu'il avait promise aux autres de remplir, c'est-à-dire de demander au M23 de se retirer et de cesser les combats. Donc, au lieu de ça, il reprend sa chanson, la sécurité du Rwanda, dont on sait que cette sécurité n'a jamais été menacée par qui que ce soit. En même temps, j'ai relevé 4 points sur lesquels il procède de la même manière depuis 30 ans. C'est-à-dire, ses fautes à lui, il veut les mettre sur le dos des autres. L'insécurité de la région depuis 30 ans. Qui en est responsable? Qui en est responsable? Déjà, depuis 1990, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'attaque des Rwandais réfugiés en Ouganda, au Congo, au Burundi et ailleurs. Mais le système de mercenariat qu'ils ont lancé depuis ce jour-là continue de gangréner l'atmosphère ils ont, surtout Kagame d'ailleurs, après son arrivée, ils ont beaucoup recouru aux jeunes Tutsis de la région. Il faut qu'on le dise. Parce que c'est nos cousins qui nous le disent. Maintenant, ils nous disent, ils sont venus nous chercher au Burundi. Ils sont venus nous chercher à Mulenge et dans la région du Sud Kivu en général. Ils sont venus nous trouver à Masisi en nous disant, écoutez, venez nous aider parce que notre race Tutsi est en danger. C'est le terme qu'ils utilisent. Hein. Ce n'est pas moi qui invente le mot race Tutsi. C'est eux qui le disent. On leur a dit, nous sommes menacés. Si nous prenons le Rwanda, nous vous accompagnerons pour conquérir le Congo. Le Burundi, en ce moment-là, c'était chose acquise. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a créé comme chaos dans la région. Donc, les 30 ans d'insécurité dont il parle, c'est l'insécurité au Rwanda qui a créé l'insécurité en chaîne au Congo en 1996 et qui a continué par le RCD, par le CNDP, ensuite le M23. C'est quelque chose qui est venu du Rwanda. Oui, justement, vous le dites bien, vous le dites si bien. Et quand il dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, pour terminer le problème de sécurité dans l'est de la RDC, dans la région, attaquons ce qu'il dit en anglais, root cause. Donc, la racine du mal, si vous voulez bien, la cause principale d'origine qui a causé. Vous le dites si bien. Alors, je me suis dit, quand il a prononcé, je me suis dit, mais, mon Dieu, il dit qu'il est en train de suggérer qu'on l'élimine de l'équation. Parce que root cause, c'est lui. Non, lui, il va se présenter, si vous me dites, il va dire non, 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 moi je suis la victime permanente. Et ils ont ajouté des éléments qui frisent le racisme. Hein, avant, la victimisation, ça procédait par voilà, le génocide de 94, etc. Aujourd'hui, ils ont introduit des nouveaux éléments, je ne sais pas d'où ils sont allés chercher ça, mais ça veut dire que c'était déjà intériorisé en fait. Aujourd'hui, Kagame et le fils de Museveni disent qu'ils se battent contre les Bantous pour protéger les Tutsis. Une fois encore, ce n'est pas moi qui le dis. Il faut que les Français et les autres qui ne connaissent pas la réalité du terrain. C'est dans les tweets officiels du général Muhoozi, le fils de Museveni. Tout à fait, et aussi de Kagame. Et de Kagame, dans ses déclarations récentes, hein, où il dit que les Tutsis congolais sont menacés de génocide, que ceci, cela. Enfin, c'est un sérieux. Qui va commettre ce génocide? C'est ce qu'ils ont dit aussi au Burundi. Au Burundi en 2014-2015. Ils ont voulu renverser le régime de Nkurunziza pour passer
un Tutsi au Burundi. Ça n'a pas Alors, marché. un deuxième élément, puisqu'on va, je pense, arriver à l'heure de fin de notre émission, un deuxième élément qui m'a étonné, c'est lorsqu'il parle d'accords signés. Est-ce que le président Kagame est le mieux indiqué pour parler du respect des accords? Il n'a jamais respecté aucun accord. Il signe peut-être parfois les yeux fermés, mais il ne respecte jamais les accords. On peut en parler Il ne très, très signe longtemps. jamais. Il ne signe jamais. Il Voilà, fait signer ou il laisse les autres signer à sa place et après, exactement. il fait ce qu'il veut. Alors, il parle aussi des réfugiés, que le Congo, c'est ce qu'il a insinué, que le Congo ne laisse pas ses réfugiés rentrer tranquillement, pacifiquement, être intégrés dans la société congolaise, les réfugiés. Oui, mais là aussi, il faut qu'on lui dise la vérité. C'est Kagame qui a toujours refusé que les réfugiés congolais rentrent chez eux, parce qu'ils l'ont demandé. On a même connu à Kibuye, Karongi, le cas où en 2014, je pense, 2015, des réfugiés congolais qui voulaient rentrer chez eux ont subi, ont été attaqués à l'arme lourde par l'armée rwandaise, qui en a tué, je pense, une bonne dizaine, 12 ou 15, pour les empêcher de rentrer chez eux. Il y a aussi en 1995, lorsque Mme Albright se rendait au Rwanda pour constater le phénomène d'Eva-Chengezi ou de je ne sais quoi, on se rappelle que l'armée rwandaise, que le président Kagame avait donné ordre à son armée d'aller tuer des réfugiés Tutsis qui étaient dans le cas de Mudende, dans le nord du pays. Tout ça aussi a été documenté, ça a été reconnu par certains officiers des renseignements qui avaient supervisé cette opération. Il a préféré massacrer des réfugiés Tutsis congolais pour que sa version soit celle adoptée par les Nations Unies à l'époque, que les réfugiés rwandais attaquaient le Rwanda, que c'est eux qui avaient traversé pour venir massacrer les réfugiés congolais, alors que ce n'était pas vrai. Les réfugiés, donc, il ne faudrait même pas que le président Kagame en parle, parce que les réfugiés congolais ont toujours souhaité rentrer chez eux, comme les Burundais. Rappelez-vous, dans le camp de Mahama. Mahama, c'est ça, des jeunes réfugiés ont voulu rentrer, le gouvernement rwandais a refusé. Les a empêchés parce qu'ils devaient d'abord en recruter suffisamment pour le raid Tabara. Ensuite, ma foi, sur tous ces sujets-là, il faut rappeler que c'est le Rwanda qui a introduit le premier le phénomène de mercenariat dans les armées de la région, justement en recrutant des jeunes Congolais, Burundais, Tanzaniens et autres dans l'armée du FPR dès 90. Et c'est le même Rwanda qui les a recrutés de nouveau, soi-disant pour aller combattre les Interahamwe. Et puis ces gens-là, c'est les Banyamulenge qui nous le disent. Ils sont arrivés là, ils n'ont pas vu que les Interahamwe avaient causé quelque tort que ce soit à leur famille. Et c'était juste pour attaquer le Congo. Ils ont été utilisés hier. J'ai suivi une très très longue interview d'un officier congolais, un colonel, un ancien de l'armée rwandaise, un Munyamulenge. Tawimbi, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, Tawimbi Richard. Eh bien, vous savez, nous, on croit savoir des choses, mais non. Il faut écouter ce monsieur. C'est quelqu'un qui doit avoir maintenant la soixantaine peut-être. Non, la cinquantaine. Parce qu'il dit qu'il est né en 73. Et puis, les choses qu'il dit, ce n'est pas possible. Comment les soldats rwandais assassinaient leurs collègues Banyamulenge ou autres Tutsis du Congo qui essayaient de comprendre pourquoi cette guerre avait été décidée. Certains Banyamulenge qui disaient, mais attendez, nous ne voulons pas combattre notre pays, nous sommes là parce que vous nous avez dit que nos parents étaient en danger. Mais s'il vous plaît, arrêtons cette guerre. Il y en a plusieurs. Par exemple, hier, moi, je ne savais pas que le fameux
capitaine ou major, le premier Munyamulenge qui avait un grade, Nicolas, je crois qu'il s'appelait, il a été tué par le général actuel, le lieutenant-général Mourokore. C'est ce colonel qui nous l'apprend. Et il était non loin de là. Il explique le rôle du lieutenant-général Ougouchai à Bukavu avec Mourokore et tout ce qu'ils ont fait pendant cette période. Et donc, le mercenariat, ce n'est pas les Congolais qui ont recruté des mercenaires pour attaquer le Rwanda, c'est le FPR de Kagame qui a recruté des jeunes gens, qui l'a transformé en mercenaires et qui l'a pratiquement forcé à attaquer leur pays d'origine sans qu'ils ne sachent trop pourquoi ils le faisaient. Et donc, il n'a pas honte de s'adresser aux autres chefs d'État comme ça, en pensant qu'ils sont naïfs ou alors qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce qui s'est passé dans notre pays et surtout de l'agression actuelle contre la RDC. C'est vraiment, à mon avis, sa déclaration. D'ailleurs, hier, j'ai vu sur un média rwandais pro-gouvernemental qui disait, ils ont titré l'article en disant « Vous avez vu avec quelle malignité notre président s'était adressé aux autres chefs d'État. » Malignité, oui, Maëli. Et ça, quand les Congolais disent « Ala Ubwenge », ça dit ce que ça dit. Kagame est apprécié par les Rwandais parce qu'il sait mentir aux autres chefs d'État comme ça. C'est vrai qu'il ne les a pas beaucoup regardés en face, hein, mais il a menti du début à la fin. Et ce n'est pas qu'on s'acharne sur sa personne, non. Tous ceux qui ont regardé la vidéo tout à l'heure ont compris quand même que Kagame n'avait aucune sincérité lorsqu'il a parlé. Il se foutait de la gueule des autres, comme on dit. Justement, enfin, selon ce que les analystes disent, hein, c'est la raison pour laquelle Kagame ne veut pas s'asseoir et discuter du problème avec d'autres gens. Non, il ne veut pas. Parce qu'il appréhende le moment où les Banyamulenge peuvent lui dire, mais toi, souviens-toi, hein, c'est toi qui as fait ça. Donc, il a interdit au M23, en fait à ses troupes, d'aller négocier avec d'autres groupes parce qu'ils les connaissent, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est eux, donc c'est Kagame qui a créé ces groupes. Alors, imaginez-vous, s'il devait se présenter avec ses collègues présidents devant ces groupes et leur dire non, vous avez tué des gens, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, maintenant il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle va être leur réaction? Ils disent, mais c'est toi qui nous a mis justement sur le chemin de massacrer les gens. Voilà. Alors, il ne veut pas s'asseoir à un endroit où on parle, où on discute de l'insécurité de la RDC. Il ne veut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi il ne veut pas que le M23, hein, son mouvement, son armée, s'assoie avec les autres. Non. Il dit non, il faut que nous seuls, nous puissions demander ce que nous voulons et qu'on nous l'accorde dans notre coin, mais pas jamais s'asseoir avec les autres. Voilà, c'est ce que les analystes qui le connaissent, d'ailleurs, vous venez de le dire aussi, hein, c'est la vérité. Voilà, nous allons donc clôturer notre émission ici. Ambassadeur de Gizimana, Jean-Marie Vianney, mais oui, vous avez quelque chose à ajouter. J'ai un petit élément que je voulais ajouter puisque je parlais de cette interview d'un Congolais, Munyamulenge, parce que moi, je dis que ces gens existent. Il y a des Congolais qui disent que les Banyamulenge, ça n'existe pas. Eh bien, non, non, non. C'est des gens qui existent, comme vous et moi. Ils sont Congolais. Il y en a d'autres qui ont voulu peut-être passer à travers les mailles du filet pour se présenter comme
des Congolais alors qu'ils ne le sont pas, mais eux, les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Mais ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Je voulais juste conseiller aux Congolais qui comprennent le Kinyarwanda d'essayer d'écouter ces gens-là, d'écouter les témoignages des Banyamulenge sur la guerre contre leur propre pays, dans lesquels Kagame les a jetés, sans qu'ils ne sachent trop. C'est vrai que peut-être que quelques leaders Banyamulenge savaient, mais au niveau des militaires, on a l'impression que beaucoup ne savaient pas trop pourquoi ils se battaient. Il faudrait qu'on les écoute. Il faut qu'on les écoute. Moi, par exemple, cette interview, j'ai l'intention vraiment de la disséquer en français pour que les gens sachent. Et je crois que ce sont témoignages qui d'ailleurs corroborent d'autres témoignages passés que nous avons pour que les Congolais sachent qui sont les Banyamulenge et pourquoi ce ne sont pas des traîtres avérés de manière absolue. Et dans l'intérêt des Banyamulenge eux-mêmes, d'ailleurs, je pense que ces derniers doivent en dire plus. Parce que les Banyamulenge ont, selon les autres Congolais, trahi leur pays en se battant d'abord au sein du FPR depuis l'Ouganda. Pour quelle raison? Bon Dieu, pourquoi des jeunes Congolais vont se faire recruter en Ouganda? Souvent d'ailleurs, pour les Banyamulenge, ils passaient par le Burundi, il l'explique très bien. Il explique comment, il dit même quelles autorités burundaises il a rencontrées, des officiers supérieurs comme des ministres, pendant la guerre et avant la guerre. Il faudra que les gens qui veulent comprendre la situation de notre région écoutent ces gens-là parce qu'ils en souffrent. Et moi, les Banyamulenge, du moins les Banyamulenge qui ne sont pas pro-Kagame, parce qu'il y en a encore qui le sont, le colonel le reconnaît d'ailleurs, des jeunes qui sont manipulés, il faudrait que ces gens disent la vérité, toute la vérité à leurs propres frères congolais. Je pense par exemple au fameux trio, les grands leaders des Banyamulenge, qui sont Louvergois, Nyarugabo, le ministre des Infrastructures, etc., Deo Bouguera. Il faudrait qu'ils disent, qu'ils parlent de Kagame aux autres Congolais. Je suppose qu'ils le font. Je suppose que certains secrets qu'ils avaient gardés, ils les ont déjà révélés. Maintenant que le Congo est en conflit ouvert, est en guerre contre le Rwanda de Kagame. Ça peut aider les Congolais à savoir où ils mettent le pied et à savoir avec qui ils peuvent affronter l'adversaire, l'ennemi. Si quelqu'un comme Louvergois disait toute la vérité, s'il donnait les noms de ces officiers rwandais qui sont aujourd'hui à la tête du M23, la liste, peut-être que ça pourrait déjà lever le voile sur une partie des réalités de cette guerre d'aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai observé souvent, les différents témoins Banyamulenge, des officiers qui sont toujours dans l'armée congolaise. À un moment donné, quand ils parlent de certaines personnes, ils disent « je ne donne pas son nom parce que ça peut lui créer des problèmes ». Non, il faut donner son nom. S'il est dirigeant du M23 actuellement, en tant qu'officier rwandais, pourquoi on doit avoir peur de dévoiler son nom? Si c'est quelqu'un qui a dirigé la guerre pendant les deux guerres 96, 98, 2003, etc., et qui sont toujours là à conduire les troupes du M23, il faut que ces gens soient connus, que leur nom soit dévoilé. Et je pense que ce serait vraiment rendre service à leur pays
à la RDC, parce qu'ils sont très, très patriotes. Ne pas dévoiler les noms des agresseurs de leur pays, ça peut paraître, ça peut être une forme de complicité, mais je sais qu'ils ne souhaitent pas être considérés comme des complices. Ils aiment leur pays, ça se sent quand ils parlent, ils souffrent beaucoup de leur complicité passée avec l'agresseur, et ils souhaiteraient que le pays s'en sorte. Donc, aidons-les, tous ceux qui connaissent une partie de la vérité peuvent les aider à sortir de cette souffrance. Ils souffrent énormément. Quand on les voit parler, on sent qu'ils souffrent de leur situation passée. Eh bien, c'est un sujet sur lequel, si vous voulez, Aloïse, j'aimerais qu'on fasse une fois une sorte d'analyse, hein, qu'on essaie de comprendre le rôle des Banyamulenge et des Tutsis du Congo en général dans les différentes guerres du Congo. Parce que ça nous concerne directement. Tout à fait, il y a de la matière parce que certains, ils ont osé, ils disent la vérité. Bon, ceux qui sont dans les hautes places de diplomatie, d'administration, de militaires, de l'armée, bon, peut-être qu'ils sont aussi bon, un peu réticents parce que de par les places qu'ils occupent. Mais comme vous le dites si bien, il serait aussi de leur intérêt de dire la vérité, cette vérité, parce que s'ils veulent gagner la confiance de leurs proches, de leurs entourages, de leurs collègues, je pense que, parce qu'ils le savent, les collègues le savent, mais s'ils le savent et qu'ils voient que tu le leur caches, je pense que c'est difficile qu'ils te fassent confiance. Je pense que, d'ailleurs, c'est ce que presque tous les chefs de l'État à Nairobi ont demandé aux groupes qui sont là pour justement les pourparlers. Ils ont dit, vous devez vous sentir libre de tout dire ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites la vérité et toute la vérité. Comme ça, les solutions aux problèmes se baseront sur cette vérité et ne seront que efficaces. Voilà, je pense qu'on l'a dit, mais justement, on clôture sur ces pourparlers de Nairobi 3. Bon, laissons de côté les chefs de l'État, hein, mais les groupes qui sont là, est-ce que, je suppose qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils peuvent déposer les armes, ils peuvent entrer dans le processus de la construction de leur pays. Est-ce que vous voyez que il y a une lueur de solution vraiment de ce problème? Il y a le M23 qui continue, lui, Kagame, lui, si vous l'entendez, même dans son discours, il n'est pas prêt d'abandonner le Congo. Il va toujours continuer d'envahir le Congo. Est-ce que vous voyez que ça va aller, même si les autres groupes déposent les armes, entrent dans le processus de démobilisation, tout ça? Est-ce que vous voyez l'avenir de la RDC, de l'Est de la RDC, en paix, en toute sécurité, à partir de ces négociations? Comment vous voyez ces pourparlers et les résultats, surtout par rapport à Kagame, qui va toujours continuer à déstabiliser la RDC? Je pense que c'est lui le root cause, en fait. Depuis que le root cause sera là, le Congo n'aura jamais de paix. Voilà, c'est ce que je me dis, mais peut-être que vous le voyez autrement.
en comparant, en tenant en considération justement tout cela, les pourparlers et le M23. C'est vrai que ce n'est pas un dossier facile à démêler à ce stade, hein, parce qu'il y a autant de mouvements rebelles que de... Je sais pas, il y a plus de 200, je pense, dans la seule région de l'Est du Congo. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que tout va s'arranger comme ça par une baguette magique. Mais je suppose que le président Tshisekedi et son gouvernement et son armée sont en train de préparer autre chose aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller discuter. Il faut montrer à ces groupes que c'est la seule solution. Que la seule solution, c'est de déposer les armes et de rentrer dans la vie. C'est pourquoi ils n'ont pas dit intégration militaire, ils ont dit sociale, je pense, un communautaire social. Que ces gens rentrent dans leur communauté d'origine. Certains, ceux qui étaient par exemple des enseignants, qu'ils retournent dans l'enseignement. Ceux qui étaient des militaires, éventuellement, selon le cas, on verra, c'est le Congo qui décide. Mais sans la dissuasion, qu'est-ce qui empêcherait un groupe rebelle de retourner dans le maquis, de retourner dans la mine qu'il exploite aujourd'hui, illégalement, s'il n'y a pas de dissuasion militaire? Il faut que l'armée montre qu'elle détient une supériorité militaire sur le terrain et que les rebelles sentent que persister, continuer dans l'erreur ou dans l'illégalité, que ce ne sera pas la solution définitive, qu'il faut absolument, non pas, il ne faut pas leur parler en termes de se rendre, non, mais qu'il n'y a pas d'alternative, qu'ils doivent absolument cesser les hostilités. Donc, je pense que la solution, le remède à tout ça, c'est le renforcement de l'armée congolaise. Le renforcement de l'armée congolaise, et comme on le dit souvent aussi, c'est la cohésion ou l'unité des Congolais face à l'agresseur et face à toutes ces rébellions qui pullulent partout dans le pays. C'est aussi quand même, il faut, je pense, assainir la situation de tous ces groupes qui exploitent des mines ici et là, et dont certains appartiennent apparemment, c'est ce qu'on dit, à des personnalités politiques du Congo. Des mines illégales, exploitées illégalement par des gens pour le compte de politiciens congolais dans certaines parties du Kivu ou de l'Ituri. Et d'ailleurs, même dans le Katanga, il semble que le même phénomène existe. Donc, on ne peut pas dire à ce stade quel groupe, sauf qu'ils ont tous exprimé leur bonne foi, plutôt leur bonne volonté à suivre le processus de Nairobi et de Luanda. Ils se sont tous, sauf le M23, déclarés prêts à s'associer et à entrer dans le moule de ce processus. Donc, croisons les doigts, souhaitons qu'ils veuillent bien, après avoir surtout observé la puissance du feu de l'armée congolaise, eh bien, espérons qu'ils seront plus raisonnables et plus réalistes pour que la guerre cesse enfin. Pour que les guerres, il y a plusieurs guerres. Mais non, il y a un autre élément dont Kagame a parlé notamment, c'est la présence de forces extérieures. Kagame fait toujours allusion au FDLR. Et les FDLR ont dit, mais nous voulons rentrer chez nous. Oui, c'est vrai. Nous souhaitons dernièrement, ils ont sorti d'ailleurs un communiqué en disant, nous voulons rentrer dans notre pays, mais il faut parler. Comme le Rwanda demande à la RDC de parler avec le M23, eh bien, les FDLR suggèrent qu'on discute, qu'ils discutent avec le gouvernement rwandais pour voir dans quelles conditions, effectivement, eux, les membres, les réfugiés armés et les réfugiés civils non armés pourraient entamer un processus de rapatriement. Et ça, c'est à voir. Je crois que ce ne sera pas fait par Nairobi ou par
Kagame qui essaie de les rapatrier de force. Il ne faudrait pas qu'ils les rapatrient de force parce que ce serait encore du sang à verser dans la région. Il y a eu assez de sang versé au Congo. Il ne faudrait pas que le Congo permette à Kagame de nouveau s'introduire sur son territoire, soi-disant pour chasser les FDLR. Pour l'instant, les FDLR n'agressent pas les troupes congolaises, ne sont pas en belligérance contre l'armée congolaise. C'est vrai que c'est une priorité pour ramener ou améliorer les relations diplomatiques avec le Rwanda, mais ce n'est pas la priorité du Congo. La priorité du Congo, c'est d'arrêter d'abord les groupes armés qui combattent les troupes congolaises, l'armée nationale, et qui portent atteinte, surtout ces derniers qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC, comme le M23. Ça, c'est la priorité des priorités. C'est la grande urgence. Il faut absolument que le M23 se plie à la demande du gouvernement congolais. C'est vrai qu'il y a une échelle, des valeurs. Tout à fait. Il y a une armée qui occupe le territoire, une armée étrangère qui occupe le territoire et qui a une rébellion intérieure, ça se comprend. Intérieure qui ne menace pas le Congo comme tel. On supposait même que dans le passé, il y a eu des choses répréhensibles faites par quelques réfugiés rwandais. Mais aujourd'hui, les FDLR ne menacent en rien la sécurité du Congo. Donc, l'ADF, ces terroristes qui sont venus de l'Ouganda, eux constituent une grave menace. Non seulement ils viennent de l'étranger, mais aussi ils tuent jour par jour les vies des Congolais. Donc, c'est pour cela que je dis il faut vraiment une échelle des valeurs, une échelle de priorité. Voilà, si vous le permettez, on va clôturer ici, à moins que vous auriez autre chose, un ajout, je ne sais pas. Sinon, non, je pense qu'on a fait le tour des questions les plus actuelles. Maintenant, il y a tellement de choses à dire sur la sécurité du Congo, mais aussi sur la situation au Rwanda. Peut-être que la prochaine fois, on va essayer de se concentrer sur la situation au Rwanda même, parce que les violations des droits de l'homme ont dépassé toute limite possible. Et il faudra qu'on en parle aussi. Oui, évidemment, le Rwanda est champion dans la dissimulation des preuves. Tout ce qu'ils font, ils le dissimulent, ils savent le dissimuler. Mais nous, on est là, nous, on est des Rwandais. Ça se passe sur nous, sur nos pères, sur nos mères, sur nos frères. Et nous le savons. Et donc, je crois que pour les autres, les étrangers ou ceux qui ne savent pas, évidemment, c'est notre devoir, comme vous le dites, de les informer de tout cela. Clôturons donc ici, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, en vous remerciant encore une fois d'avoir vraiment apporté la lumière sur la diplomatie franco-rwandaise, franco-région des Grands Lacs, et surtout sur les pourparlers qui se passent à Nairobi, qui espérons qu'ils vont apporter la sécurité ou, en tout cas, le meilleur de la sécurité pour la région de l'Est de la RDC. Merci donc pour votre participation à l'émission et pour votre disponibilité tous les mardis. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée et une bonne santé. Et que Dieu vraiment te protège et te bénisse. Et on se voit mardi prochain.
Merci beaucoup et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission. Et grâce à vous, on continue à les informer, si possible à apporter du nouveau, même si avec le pullulement de la presse sur les médias sociaux aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais les gens apprécient. Quand on voit les commentaires qu'ils font sur la chaîne YouTube de Radio Urumuri et des autres radios qui diffusent des informations sur le même sujet, sur l'actualité dans la région des Grands Lacs, on sent que finalement, on ne perd pas du temps. Ce n'est pas du temps perdu. À ce propos, il y a Alvin Jean-Baptiste qui dit vraiment très bonne analyse avec l'ambassadeur Jean-Marie Vianney d'Agijimana qui vous félicite. Et il y a Aimable Noiri qui dit bonsoir nos parents. Nous sommes sûrs que vos analyses vont nous combler de la réalité. Voilà. Mokpalu Nzorokata dit « Je regrette la fraternité qui existait entre Habyarimana et Mobutu. Il n'était pas parfait, mais comment est apparue cette monstruosité que pour Kagame ?» Voilà, ce sont ses paroles. Aimable Noiri qui dit « Voilà, nous voulons que ces désordres soient terminés. J'ai grandi dans les choses pareilles. Beaucoup de ma génération ont perdu leur vie. Donc, que serait la fin ?» Mokpalu Nzorokata écrit « Étant zaïrois, vos analyses m'ont éclairé. Merci. » Il dit « Merci fraternellement. » Voilà. Je n'ai sauté aucun commentaire et tous les commentaires ne sont que positifs. Voilà. L'ambassadeur d'Agijimana Jean-Marie Vianney. Voilà c'est le résultat de la bonne volonté et de la bonne foi quand on se met à la tâche comme celle que nous avons accomplie aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup, cher Aloïs Simonga. Merci, à mardi prochain. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?